Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle Guilherme. Je suis Béatrice. Soyez les bienvenus au podcast Parlons la langue. Nous sommes étudiants de lettres à l'Université de São Paulo, USP. Oui, nous sommes à la dernière année de notre licence et maintenant on fait le cours de français 7 avec la prof Erika Sarsur. Et on parle sur les droits aux langues et le plurilinguisme. Mais avant de commencer, passons à la vignette. Parlons la langue. On discute de ce sujet sur les droits aux langues et le plurilinguisme depuis 3 mois. Et on a même reçu plusieurs invités de partout qui ont parlé sur leur expérience personnelle avec le plurilinguisme. Ouais, c'était une expérience très enrichissante. Ça serait vraiment cool si on pouvait transformer ces conversations en podcast pour que plusieurs personnes puissent l'écouter. C'est vrai. Mais maintenant, dans les prochaines minutes, c'est à nous de proposer une discussion sur les droits aux langues. Oui, et sur un sujet qui est très proche de nous, d'accord Guy? Oui, Bia, oui. Littéralement proche, c'est-à-dire géographiquement. Tu sais, ici au Brésil, on parle le portugais, mais presque tous nos voisins parlent espagnol. C'est vrai, tout le monde, sauf la Guyane française où on parle le français. Ouais, et avec autant de langues espagnoles autour de nous, il serait impossible pour nous de ne pas avoir beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de 2 cas. Oui, nous allons parler sur les contacts de l'espagnol avec le portugais dans la région frontalière de Rivera et Santana do Livramento. Rivera en Uruguay et Santana do Livramento au Rio Grande do Sul, ici au Brésil. Et aussi, on va parler du phénomène des Boliviens à São Paulo. Alors, on commence par la région frontalière, Bia? Oui, bien sûr. Bon, tu peux commencer, tu as trouvé l'histoire. Oui. En fait, j'ai entendu parler grâce à une amie qui m'a raconté, puisqu'ils sont fiancés y habitent. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Là-bas existe ce qu'on appelle les portunhols, mais pas les portunhols qu'on appelle pour se moquer du jeitinho brasileiro de parler l'espagnol, mais un authentique mélange de langues. Oui, et en pensant à la proximité géographique de ces 2 groupes de locuteurs, c'est pas difficile de penser pourquoi ça s'est passé. Oui, les habitants d'Uruguay et les Brésiliens interagissent tellement que les langues se sont adaptées l'une à l'autre. Dans notre recherche, on a trouvé dans un reportage de G1, un journal brésilien disponible en ligne, que le portugnol peut devenir un patrimoine immatériel uruguayen. Voilà à quel point cette langue est influente. Oui, et bien acceptée, non? Oui, je pense que les politiques économiques comme celle du Mercosur ont aidé aussi à renforcer ce rapport. Bien sûr, les 2 peuples peuvent croiser la frontière librement d'un pays à l'autre. Les villes sont très proches. C'est assez proche que vu d'au-dessus, ça ressemble à une seule ville. Dans nos recherches, les touristes disent que même les panneaux de signalisation varient entre le portugais et l'espagnol. Dans ce contexte, le mélange entre les 2 langues semble naturel. Ça nous semblera bizarre si la situation s'est passée autrement. En plus, ce mélange rend cette région très accueillante pour les touristes brésiliens et pour les Uruguayens, n'est-ce pas? Bien sûr. Et maintenant, à titre de curiosité, là-bas, un appel téléphonique d'une ville à l'autre n'est pas chargé comme un appel international. C'est quelque chose qui n'arrive que dans cette région. Oui, vraiment, c'est comme si c'était une seule ville. On a vu même que ce mélange est inclus dans l'enseignement des langues. Toute cette situation nous a rappelé l'intervention de Célia et de son contexte frontalier en Europe. Oui, Célia nous a parlé de la situation linguistique dans la région frontalière de l'Alsace en France. Cette région fait frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Ainsi, les habitants ont un rapport très riche entre eux. Ils vont même chercher du travail dans les pays voisins. Maintenant, on va parler d'une situation différente. Les Boliviens à São Paulo, la plus grande ville de l'Amérique latine, située au sud-est du Brésil. Oui, São Paulo est connu pour le fait d'accueillir beaucoup d'étrangers. Mais est-ce qu'il y a de la place pour eux dans la culture locale? Je crois qu'il y a toujours de la place, mais on n'en donne pas à ceux et celles qui arrivent.
Ouais, au contraire de la situation frontalière Brésil-Uruguay, où les deux nations se mélangent de façon spontanée, les migrants boliviens à São Paulo sont une minorité hispanophone vivant avec une population qui parle majoritairement le portugais. Oui, c'est vrai. Et en plus, ils se font discriminer et marginaliser. La plupart d'entre eux habitent la région du Brás, un quartier de São Paulo, et travaillent sous-employés dans le secteur textile. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas un effort équilibré entre les deux parties. Les habitants de São Paulo ne s'intéressent pas à découvrir la culture bolivienne et les Boliviens sont presque obligés d'apprendre notre langue pour survivre. Ouais, un exemple de cette situation tendue est l'enseignement des enfants migrants. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un article pour que vous puissiez mieux comprendre. Allons-y. A aluna E6, ao ser perguntada se era respeitada pelos colegas, após alguns segundos ficou muito nervosa e chorou copiosamente. Depois de alguns minutos mais calma, relatou: às vezes, não sou respeitada porque falo outra língua. Uma vez, um aluno tocou minhas manos e disse: credo, eu não sou credo. Não consigo falar direito essa língua, então não consegui falar isso para a professora. Voilà. Ça, c'est un extrait de l'article intitulé estudo sobre a inclusão educacional de imigrantes bolivianos na rede pública de ensino na cidade de São Paulo, par Flaviane Aparecida da Silva, qui raconte d'autres témoignages similaires. On en conseille vivement la lecture. Malheureusement, cette étude montre une réalité que ceux comme nous qui vivons à São Paulo ont certainement vu de leurs propres yeux sous la forme de divers types de préjugés. Ça me fait penser que si on diffusait plus les avantages de la multiculturalité, surtout le plurilinguisme, ça pourrait améliorer notre coexistence autant qu'une communauté. Bien sûr, c'est comme Shinjiletu nous a dit. Apprendre plus d'une langue à l'enfance devrait être vu comme quelque chose de positif, spécialement l'espagnol dans le contexte de l'Amérique du Sud. Ainsi, nous proposons que nous nous inspirons aux habitants de Santana do Livramento et de Rivera. La plupart des contacts linguistiques n'ont pas lieu de manière spontanée comme dans cette région frontalière. Mais on peut prendre comme exemple leur mentalité par rapport à cet échange. Oui, absolument. Nous, Brésiliens, devrions faire plus d'attention aux hispanophones, parce qu'après tout, ce sont nos voisins. Combien d'occasions de change culturel ratons-nous parce que nous ne prêtons pas attention à l'espagnol? Le fait est que le Brésil a déjà beaucoup de lacunes même dans l'enseignement du portugais. Mais rendre obligatoire l'enseignement de l'espagnol dans les écoles publiques dans tout le Brésil n'apporterait que des avantages. En effet, et peut-être serait-il même plus facile d'apprendre l'espagnol que l'anglais, en raison de la proximité du portugais et de l'espagnol. Et que ce soit clair, nous ne diminuons pas l'importance de l'anglais. Non, jamais. On est juste en train d'essayer de montrer qu'il y a une mine d'or inexploitée juste à côté de nous. Tout à fait. C'est une réflexion pour ceux et celles qui nous écoutent. Avant toute chose, un changement de mentalité est la première étape pour achever les préjugés et atteindre le plurilinguisme. Et pour cela, il est nécessaire d'écouter ce que l'autre personne a à dire. Presque un paradoxe, non? Mais c'est ça. Bon, c'est ça ce qu'on voulait dire. Voilà les idées que nous avons décidé de partager avec vous. Nous pensons que ce sujet peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Oui, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention. Merci. Au revoir, merci.